Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième court-circuit 2025. On commence fort avec Mathieu Paquette qui vient nous parler de l'influence qu'on peut acquérir grâce aux données. Je vous rappelle brièvement c'est quoi le concept d'un court-circuit. Le court-circuit, c'est une discussion éclair de 15 minutes top chrono avec un expert sur un sujet d'actualité. Pas plus actuel que de parler de données en ce moment, d'intelligence artificielle aussi. Je me présente, Laurence Staudt, directrice des affaires publiques chez Aucoin Stratégie. Je salue ceux qui nous écoutent en rattrapage. Je sais que c'est possible directement sur notre site Internet et plusieurs le font. Donc, je vous salue. Mathieu Paquette, associé chez Aviseo Conseil, économiste de formation, mais responsable de l'intelligence des données. Merci d'être avec nous, Mathieu. Merci Laurent, c'est un plaisir. Le sujet s'est un petit peu imposé de lui-même avec notre pratique de travail d'influence, mais aussi avec la quantité phénoménale de données qui sont à notre disposition, puis Mhm. qui débordent quasiment sur les médias sociaux, sur l'Internet. On ne sait plus quoi en faire. Et avec l'essor de l'intelligence artificielle, les données ont vraiment changé tous les aspects de notre vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est pas simplement dans notre téléphone, mais c'est aussi au travail. Puis là, on parle, par exemple, du plus récent, ChatGPT. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que le pouvoir de ces données-là n'est plus dans les mains nécessaires des géants technologiques, des secteurs de l'économie, des finances ou de l'informatique. Tout est documenté avec vraiment une précision. On peut faire des actions très, très chirurgicales grâce aux données qui sont très pointues. Mais c'est une vraie mine d'or, mais encore faut-il savoir s'y retrouver puis comment analyser ces données-là. Donc, ma première question pour toi, Mathieu, tout le monde convient, là, puis je pense que toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui vont convenir que documenter, étayer un argumentaire, ça le crédibilise. C'est clair, net et précis, surtout auprès des autorités. Et j'ai vu cette semaine une étude que vous avez faite avec BCF, notamment en regard des tarifs américains, de savoir quelle entreprise sera le plus touchée, combien d'emplois ça représente, quelle part de marché, combien du PIB. Ces données-là sont intéressantes parce qu'elles nous servent à faire des politiques publiques et à mieux cibler les secteurs qui vont être affectés par les tarifs douaniers. Je donne un exemple d'actualité. Donc, quels sont les meilleurs outils et la meilleure méthodologie pour analyser et exploiter les données quand on veut effectuer une stratégie d'influence auprès des autorités? Je dirais que ça dépend du besoin. Des choses qu'on fait beaucoup, je fais beaucoup personnellement, c'est des études de retombées économiques. Donc, on peut penser par exemple à tous les blocs d'électricité. Il y a beaucoup d'entreprises qui en demandent. Donc, c'est sûr que ça prend des études de retombées. Normalement, ça en prend à dire, OK, mais combien d'emplois ça va créer? Combien de retombées fiscales pour le gouvernement? Est-ce que c'est une bonne utilisation de l'électricité? On a présenté un projet en Abitibi-Témiscamingue la semaine passée. C'était vraiment un beau projet. Puis c'est un peu ce qu'on présentait. Ça va être quoi l'impact sur la productivité? Donc, ça, il y a différents types de modèles. Je dirais que la bonne façon de faire, c'est de choisir le bon modèle selon le bon besoin. Puis ça peut être une erreur courante, c'est de choisir le mauvais modèle en fonction de la problématique. Donc, parce qu'en retombée économique, souvent, les gens vont prendre des modèles un peu plus linéaires et des fois, là, on peut faire des erreurs. Des fois, on va entendre de dire, ah, mais il y a un projet de 4 milliards, voici mes retombées. Oui, mais il faut tenir compte que peut-être que ces travailleurs-là, ils vont provenir d'une autre industrie. Il faut regarder les effets nets. Donc, on a des modèles d'équilibre général calculable. Peut-être juste une petite parenthèse là-dessus. Moi, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette voie-là, choisi le conseil. Je commençais ma maîtrise. Il y avait une sommité qui s'était jointe à l'Université de Sherbrooke à l'époque, Luc Savard. Puis il commence son cours, puis il dit, voici mon expertise, moi, c'est l'équilibre général calculable. Puis il dit, je vais vous dire pourquoi je suis allé là-dedans. Et à un moment donné, on m'a demandé si c'était une bonne idée de faire une deuxième autoroute entre Thiès et Dakar. Il y avait juste une autoroute, puis ça causait beaucoup de congestion. Puis il fallait exproprier les fermiers. Fait qu'il fallait tout exproprier les fermiers pour construire cette route-là. Fait qu'il fait son modèle, il dit, ouais, il y a moyen de compenser ces gens-là de façon à ce qu'ils soient parfaitement différents entre on le fait ou on le fait pas, puis il reste de l'argent pour la société. Puis il dit 5 ans après, l'autoroute était faite. Fait que, ça, pour moi, c'est l'utilisation d'un modèle de façon intelligente, de façon positive, où est-ce qu'on est capable d'avoir un impact. Parce que moi, quand j'entends influencer, je pense aussi avoir un impact. Donc, Oui, ça, c'est des... totalement. Puis quand là, je suis une néophyte et sans doute que plusieurs personnes qui se posent la question, quand tu parles de modèle, de quoi Ouais. tu parles?
d'équations Excuse-moi. mathématiques, malheureusement. Je reviens à la Ouais. base. Donc, on essaie de faire une représentation de l'économie simplifiée pour être capable de faire des chocs et de dire, OK, qu'est-ce qui arrive si on change telle ou telle variable? Par exemple, au ministère des Finances, ils ont un super beau modèle aussi. Ils vont l'utiliser. Dire, OK, qu'est-ce qui arrive si je baisse mon impôt de 2 ah, ben, qu'est-ce que ça va faire dans l'économie? Donc, pas juste sur les recettes fiscales, mais dans l'économie aussi. Donc, il y a plein d'utilisations comme ça. On peut faire des chocs sur la productivité. C'est un gros sujet de l'heure présentement. Ouais. Donc, d'être capable de venir voir ce qui arrive si la productivité augmente, si l'offre de travail augmente aussi, parce que ça aussi, c'est des éléments qui sont importants. Donc voilà, ça, c'est des types de méthodologies qu'on utilise. Il y a d'autres types de modèles, comme des modèles de microsimulation qu'on peut utiliser pour voir ce qui se passe sur la pauvreté. J'avais fait un mandat sur le logement social qui est public. C'est sûr que si on veut construire du logement social, OK, oui, ça va créer des jobs, faire la construction. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'avoir un impact sur la distribution des revenus, d'avoir un impact sur le niveau de pauvreté. Donc, ça, c'est important à mesurer. Donc, utiliser le bon modèle pour la bonne problématique. Ça, c'est dans un point de vue un peu plus politique publique. Mais à chaque année, je vais dans l'Ouest américain pour des séminaires. Puis là, les gens, tu as Google, Amazon, Netflix qui présentent. Eux autres sont dans un autre monde. Eux autres, ils ont des millions de données et ils ne se posent pas les mêmes questions. Je pense que l'année passée, il y avait un économiste de Netflix qui disait, nous, une chose sur laquelle on travaille, c'est de dire, OK, mais probablement que quand vous écoutez des films, vous êtes peut-être en couple. Puis là, on essaie de développer des algorithmes chez Netflix pour faire des recommandations d'un film un peu comme qui va appeler aux deux personnes. Puis là, l'exemple que la personne disait, c'est, mettons, Top Gun. On pourrait vous recommander Top Gun parce qu'il va y avoir des scènes d'action pour le gars puis une histoire d'amour pour la fille. Parce qu'on sait que c'est ça, c'est stéréotypé, mais c'est l'exemple que la personne disait. Là. Donc, eux autres, ils étaient là-dedans. Fait que là, on est vraiment dans une utilisation des données, dans des modèles complètement différents de ce qu'on peut utiliser pour sensibiliser les gouvernements. Mais, Et en parlant de différents mondes, quelles compétences on doit développer pour être en mesure d'utiliser ces données-là à des fins stratégiques? Parce qu'on n'a pas tous étudié en économie, on n'est pas tous ouais. des informaticiens. La plupart d'entre nous, on est des spécialistes dans notre domaine. On peut être en opération, on peut être en communication, on peut être en relations gouvernementales. Comment on fait quand on a à influencer une décision, même si c'est à l'intérieur d'une entreprise ou auprès des autorités? Comment nous, quelles compétences on peut développer pour être en mesure d'utiliser ces données-là, puis d'avoir comme tu dis, un vrai impact? Quelles compétences, moi, je dois développer? La rigueur, c'est une super belle compétence. Honnêtement, c'est sous-évalué parce qu'une réputation, si on en bâtir, c'est vite à défaire. Fait que des fois, les gens ne poseront pas de questions sur les hypothèses sous-jacentes, mais c'est important d'avoir bien réfléchi parce que si mettons, un sous-ministre te pose une question par rapport à ton modèle, tu n'es pas capable d'y répondre. Oh, non, excuse-moi, je n'avais pas pensé à ça. Après ça, il ne t'écoute plus. Donc ça, c'est une des belles grandes qualités. La préparation, ça me semble être toujours, Aussi, mais vraiment tu sais, pour être en mesure de monter, de comprendre ce qu'on lit, de comprendre ce qu'on lit. Est-ce qu'il faut avoir un minimum de compétences en informatique puis en finance, en économie? pas nécessairement. Je dirais ce qui est vraiment important si on veut influencer, si on va avoir un impact, c'est de mettre ça dans le contexte, d'être capable de raconter une histoire, de bien Mhm. présenter l'information. Tu sais, si dans une diapositive, je parle de la guerre en Ukraine, des tarifs de Donald Trump et du troisième lien, vous essayerez de trouver un titre à cette diapositive-là. Donc, c'est important de raconter une histoire. Par exemple, je vous dis, hey, avec, par exemple, le tramway, on pourrait avoir une augmentation de l'offre de travail. OK, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Si je vous dis, ouais, mais au Québec, on est dernier au Canada dans les heures travaillées, avant-dernier chez les femmes, dernier chez les hommes. Donc, si on est capable de travailler un petit peu plus grâce à cette mesure-là, ça peut être bon. Ah, là peut-être que vous m'écoutez un petit peu plus. OK, mais c'est vrai que c'est un enjeu. Donc, de le positionner dans son contexte, d'être capable de l'interpréter, je pense que c'est tout aussi important que la méthodologie qu'il y a derrière. Non? Les données, l'analyse, le contexte. C'est ça qui nous permet d'avoir La des. présentation Pas aussi. c'est ça. Les données toutes seules ne valent rien. Mais ça, je pense Puis, que. c'est pas tout le monde qui va lire les annexes. Je Non, me souviens sûrement l'année juste passée, toi. j'avais une discussion avec le ministre Duclos l'année passée et il se faisait une fierté de me dire qu'il lisait toutes les annexes. Il doit travailler Ah, beaucoup, par exemple.
Ça doit se compter sur le doigt d'une main, les gens qui lisent des annexes. J'ai entendu Ouais. une anecdote similaire avec le ministre Girard, qui connaissait Mm. tellement bien son budget qu'il était en mesure de dire: «Ouais, la note de bas de page de tel réfère à telle annexe». Les employés sont assez, impressionnés de son et si on continue, où on peut trouver des données fiables pour pouvoir être en mesure de les analyser? Parce que, comme je disais en introduction, il y a énormément de données. Parfois, elles sont non vérifiées, parfois, ils n'ont pas de Mhm. source. Donc, où on peut trouver l'information qui peut avoir un impact? Mais je dirais, des bons points de départ, c'est de partir des agences statistiques, l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada. On a une excellente réputation à l'international. Des fois, je travaille avec des firmes américaines qui travaillent beaucoup avec des données, puis c'est vraiment, vraiment génial. Ce que vous faites au Canada, c'est parfois même meilleur que ce qu'on fait aux États-Unis. Fait que, on se fait beaucoup complimenter. Mm. Puis sinon, ben, à l'international, le CDE, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, c'est des sources qui sont crédibles. D'habitude, c'est vraiment les sources vers lesquelles je me tournerai en premier. Les données de sondage, ça peut être pratique pour chercher des données primaires, mais il faut faire attention, il y a des pièges avec les sondages. Ça dépend de Ah la ouais, OK. problématique. Et si je vous pose la question, est-ce que pour qui vous allez voter, ça c'est simple. Il y a quelques parties, les gens y répondent bien. Et quand la problématique est multidimensionnelle, là, ça prend plusieurs questions. Donc, ouais, ça, c'est un petit peu plus. C'est pas une donnée primaire, c'est pas une donnée primaire que tu utilises dans l'analyse, par exemple, de retombées économiques là, ou Non, de. ben, généralement, on essaye de pas. Je ne dis pas qu'on ne l'utilise jamais. Des fois, ça peut être intéressant pour construire un scénario, mais ça vient avec ses défis. C'est sûr. Et dans le même ordre d'idée, là, quand on parle de données, comment on distingue une donnée qui est pertinente d'une donnée qui est, par exemple, inutile ou trompeuse ou qui peut porter à confusion? Se référer à la théorie, je pense que c'est une bonne idée. S'assurer que la donnée, elle est crédible. Quand je dis, bon, quand je dis, mettons, se référer à la théorie, est-ce que je prends la couleur, mettons, les cravates rouges que j'élève à la puissance au carré, honnêtement, ça ne veut rien dire. C'est probablement pas une bonne variable pour expliquer quoi que ce soit, même si je trouve un lien statistique. Donc ça peut aider. Après ça, la source de la donnée. Moi, j'ai vu des erreurs, des fois des gens qui citaient je vais dire, mettons, la presse, mais c'est pas un cas réel. Là. Mettons qu'on cite la presse, puis là, la personne elle cite quelque chose, puis elle fait une erreur dans son interprétation. Mais encore une fois, c'est pas un cas réel. Ben, toujours d'aller à la source. Donc, si l'interprétation, c'est à partir d'un tableau de Statistique Canada, ben, une des bonnes façons, c'est d'aller voir le tableau de Statistique Canada puis de faire sa conclusion soi-même. Hum, Ça Ça me prend un semble peu. être. Je comprends que c'est. Ouais, ça prend. C'est pour ça qu'on parlait de rigueur en début, hein. Ouais. C'est la rigueur d'aller voir puis de s'assurer que l'information elle est exacte. La Et grosse mais difficulté de notre époque aussi. Là. Et, ouais. on est dans une époque où ça va vite, il y a Mhm. là, tantôt, je disais, il faut synthétiser, il faut être capable de présenter l'information, il ne faut pas mettre trop de détails, mais en même temps, il faut être rigoureux, il faut creuser. C'est trouver le bon équilibre entre les deux, il n'y a pas de magie. Là. Ah, ça, c'est sûr. Et je pense on va terminer avec ça très brièvement. Puis je sais que c'est la question que tu m'as dit que j'avais le plus de choses à dire. Mais les citoyens et les consommateurs, ils deviennent de plus en plus méfiants envers les données. Ils les requestionnent. Comment on bâtit la confiance du public dans un monde qui est saturé d'informations envers les données? En une minute, euh, il y a tellement de choses à Désolée. dire. Non, je dirais que c'est un défi. Les journalistes ont clairement un rôle à jouer là-dedans, les agences de Mhm. communication aussi, parce que on ne peut pas s'attendre à ce que dans une entrevue de 5 minutes, on soit capable d'aller creuser en détail toutes les hypothèses, tout s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans ce qui est présenté. Parce qu'une fois que la personne, mettons, elle va présenter dans son reportage 5 minutes les résultats, il n'y a pas de suivi à ça après. Et donc en amont, en même temps, je trouve qu'on peut peut-être protéger nos données encore un petit peu mieux. Mais tu sais, souvent, ce n'est pas tant la donnée le problème que l'utilisation qui en est faite. Et les interprétations qui en découlent. Ouais, Mais ça c'est honnêtement, c'est sûr. une grosse, grosse question. Qui va peut-être faire l'objet d'un autre court-circuit.
parce Ah, que notre peut-être. temps est écoulé pour aujourd'hui. Mathieu, merci énormément d'avoir passé ce petit 15 minutes-là avec nous. On remarque à quel point c'est très, quand même assez technique et qu'on a besoin de peut-être parfois d'assistance quand on veut créer une super belle analyse de retombées économiques. Je vais finir en vous demandant de vous abonner à notre infolette pour pouvoir suivre nos prochains courts-circuits et obtenir aussi toutes les informations relatives à l'agence. Donc, encore une fois, Mathieu, merci et on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.